La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. La Banque africaine de développement, BAD, apporte son soutien au Togo dans la lutte contre le Covid-19. Elle vient d'allouer au pays une somme de plus de 16 milliards de francs CFA. Les détails dans cette édition. Et puis, selon le rapport de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, le Togo perdrait 10 milliards de francs CFA par an pour cause de la corruption. Un fléau qu'il faudra enrayer nécessairement pour le développement du pays. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. 16,5 milliards de francs CFA, c'est le montant que la Banque africaine de développement concède au Togo dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce montant permettra, entre autres, la mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la réponse au Covid-19, ainsi que le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Nous reviendrons en détail sur la signature d'accords dans le courant de cette édition. Et je vous le disais également en titre, 10 milliards de francs CFA. C'est ce que perdrait le Togo chaque année pour cause de corruption. Et c'est l'enquête de la Haute Autorité de la prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plutia qui le révèle. Les détails avec Sonia Aminipo. D'après une étude commanditée par la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, le Togo perdrait 10 milliards de francs CFA chaque année. Les résultats de cette enquête sont ici partagés entre les différents acteurs. Nous avons, dans le cadre de cette étude, cherché à connaître les causes de la corruption dans notre pays. En première position, la population a déclaré que c'est la pauvreté, le niveau faible des salaires. À hauteur de 30,5%, il y a l'impunité et il y a la cupidité des individus. Et la population a eu à soulever que certains acteurs sont plus disposés à céder à la corruption et d'autres sont plus des initiateurs de la corruption. Dans toute l'étude, les agents de la police et de la gendarmerie arrivent en première position et également ceux qui travaillent au niveau des douanes et des impôts. Ce qui initie plus la corruption, il y a les riches et ensuite il y a ceux qui ont été appelés les puissants, c'est-à-dire les ministres, les préfets, les magistrats. La APLUSIA veut, à travers cette étude, cerner les contours du phénomène et élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption au Togo. La corruption est une maladie économique et financière. Comme toute maladie, pour la traiter, il faut poser le diagnostic. Aujourd'hui, c'est le diagnostic qui est présenté. Comment les Togolais perçoivent la corruption, combien la corruption coûte aux citoyens togolais. Il est dit que celui qui veut réussir doit planifier. Et la planification stratégique est désormais omniprésente et fait partie des principes de gestion axés sur les résultats. Cette étude est réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD. Elle est financée par la APLUSIA avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Le Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire du Togo est décliné en plusieurs composantes. Et durant 9 ans déjà, celle du PPAO, entendez projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a permis de réaliser de véritables prouesses dans le secteur, et ceci au grand bonheur des producteurs. Abidé Nyazingbi nous en parle dans le dossier qui suit. Il a généré, adapté et diffusé un panel de technologies améliorées de production durable des principaux produits végétaux, maïs et riz,
ainsi que les produits animaux, volailles et petits ruminants. Il a amélioré l'efficience et la performance de la recherche agricole par le renforcement des capacités des institutions de recherche agricole dans les domaines techniques, administratifs, financiers et de la planification. Il a renforcé l'efficacité, la performance et la pérennité des services de vulgarisation agricole pour les rendre opérationnels. C'est le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO. Et si les pays de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Togo, ont voulu améliorer la sécurité alimentaire ainsi que la croissance économique de leurs États, c'est pour permettre à ceux-ci de surmonter des difficultés qui constituent des barrières pour leur développement économique. Le Togo s'organise. Il élabore un programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, NIASA. Et après 9 ans de mise en œuvre, le projet a permis d'accomplir des actions en faveur des producteurs agricoles. Les résultats sont salutaires. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a surtout permis au pays de se mettre en conformité avec les règlements communautaires sur les semences, les pesticides et les engrais. Le projet reçoit un premier financement d'environ 7 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et de 2,5 milliards de francs CFA de l'État togolais. Après la phase pilote, il bénéficie d'un financement additionnel de plus de 7 milliards de francs CFA pour la période 2017-2019. Cet apport budgétaire a permis de produire plus de 3500 tonnes de semences certifiées de maïs, riz, soja et folio. Le PPAO, c'est l'introduction des machines agricoles comme des extracteurs, décortiqueuses et mini-moissonneuses, batteuses dans la mécanisation de l'agriculture togolaise. Si le PPAO a permis autant de réalisations dans l'agriculture togolaise, il a permis également de soutenir l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Comment? Via l'acquisition du matériel performant pour la recherche. Le PPAO Togo, c'est plus de 613 000 Togolais touchés, dont 250 200 femmes. Aujourd'hui, 101 302 bénéficiaires emploient les technologies agricoles. Le programme de productivité agricole en Afrique, en particulier au Togo, c'est 1001 réalisations au profit de la population togolaise. Et on en vient à l'autre chiffre de cette édition, 16,5 milliards de francs CFA. C'est le montant que la Banque africaine de développement, BAD, concède au Togo dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et ce montant permettra, entre autres, au pays la mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la réponse au Covid-19, ainsi que le projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Le point dans ce sujet de Antoinette Romao. Beaufort. La Banque africaine de développement BAD s'engage aux côtés du Togo dans la riposte contre le Covid-19. 16,5 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué au pays dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'urgence d'appui à la lutte contre le Covid-19. C'est un programme qui permettra de renforcer la résilience sanitaire et socio-économique des populations vis-à-vis de la pandémie. Il comprend 2 composantes essentielles. La première, notamment l'appui à la stratégie nationale de riposte sanitaire à la COVID-19, vise, premièrement, à renforcer les capacités nationales de dépistage en vue de détecter précocement le maximum de cas et de prendre les mesures requises pour juguler la prolongation, et deuxièmement, à renforcer les capacités de prise en charge des malades sur le plan national, et enfin à soutenir les mesures de renforcement de la gouvernance institutionnelle et financière de la gestion de la crise. La deuxième composante, notamment l'atténuation des effets socio-économiques de la COVID-19, vise à mettre en place des mécanismes de maintien du pouvoir d'achat et de la sécurité alimentaire des plus vulnérables et à soutenir la résilience du secteur privé à la crise. Les principaux résultats attendus sont premièrement, le renforcement de la capacité de dépistage. Deuxièmement, l'amélioration de la couverture nationale de structures d'isolation des malades. Et troisièmement, l'atténuation des effets socio-économiques
de la crise. En marge de cet accord, la BAD fait don d'1 million d'unités de compte, soit environ 782 millions de francs CFA dédiés au projet d'appui aux investissements agricoles des jeunes. Un projet d'une durée de 2 ans qui favorisera davantage l'inclusion socio-économique des jeunes, l'insertion de 620 jeunes dans les maillons des chaînes de valeur agricole et l'accès au financement de 530 entreprises de jeunes défavorisées, dont 30% de femmes. Ce financement, sous forme d'appui budgétaire d'urgence, est destiné à soutenir la mise en œuvre du plan de riposte globale du gouvernement à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Les composantes prêts sont à des taux concessionnels du groupe de la BAD, je dois le préciser, et du mécanisme de financement de la banque destiné aux pays en situation de transition et donc sont en phase avec la politique d'endettement du gouvernement. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour saluer l'appui déterminant du groupe de la Banque africaine de développement pour soutenir les efforts du gouvernement. Et nous en profitons pour remercier les plus hautes autorités de la BAD pour cet appui déterminant. Et nous remercions aussi l'ensemble des partenaires pour leur engagement aux côtés du gouvernement et du peuple togolais. Je me réjouis de la mise en œuvre de ce programme d'urgence d'appui à la réponse à la COVID-19 par COVID-19 qui permettra assurément de renforcer la capacité de dépistage, d'améliorer la couverture nationale en structure d'isolation des malades et d'atténuer les effets socio-économiques de la crise sanitaire. Les accords qui viennent d'être signés entre le groupe de la Banque africaine de développement et notre pays témoignent, si besoin en était encore, de l'intérêt particulier qu'accorde le gouvernement sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazini Gnassingbé, au renforcement des secteurs de la santé, de l'agriculture et surtout au développement économique et social de notre pays. Ce montant porte à 301 milliards de francs CFA le portefeuille des interventions de la BAD au Togo pour son plan de développement. Et je vous donne lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus COVID-19 au Togo. À ce jour du jeudi 6 août 2020, la situation de la pandémie se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1012, 11 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 697, 7 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 293. Le nombre de décès est de 22. Un nouveau décès depuis hier. Et c'est un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiao. Le gouvernement togolais ne lésine pas sur les moyens, pour accompagner et promouvoir le secteur artisanal. Formation, équipement, financement, les actions se multiplient. Retour ce soir sur les investissements alloués par l'État en faveur du développement de ce secteur et c'est un dossier signé Luc Assis. De 2011 à 2019, plus d'1 million de personnes ont bénéficié des investissements cumulés de 9 milliards de francs CFA dans le secteur artisanal. Concrètement, 3,8 milliards de crédits ont été débloqués en l'espace de 6 ans en faveur des artisans. 2,7 milliards de francs CFA ont été octroyés aux jeunes acteurs du secteur. De plus,
965 millions de francs CFA ont été investis dans la réalisation de projets et près de 4 milliards de francs CFA au titre de kits d'outillage offerts aux jeunes artisans. À la fin de l'année 2019, les statistiques faisaient état de 11 300 projets financés grâce aux différents mécanismes et 10 500 jeunes artisans accompagnés. Sur 60 000 jeunes artisans enregistrés dans le secteur, 25 000 ont été formés pour développer et professionnaliser leur art. Les multiples investissements ont également permis de créer des centres ressources en artisanat qui ont bénéficié d'un financement de près de 950 millions de francs CFA. En dehors de l'accroissement des investissements alloués au secteur de l'artisanat, le gouvernement a opéré de nombreuses réformes. Il s'agit de l'élaboration d'une politique nationale de développement de l'artisanat approuvée en mai 2011. Le renforcement du cadre légal, réglementaire et institutionnel de l'artisanat togolais, la facilitation de l'accès des produits et services artisanaux aux marchés nationaux et internationaux, le développement des mécanismes appropriés de protection sociale et l'amélioration du système de pilotage et de coordination du secteur de l'artisanat. D'autres actions sont prévues au cours des prochaines années, notamment la promotion de 4 000 entreprises artisanales d'ici à 2025. Un quota de 15% des marchés publics exécutables sera réservé au secteur, sans oublier la couverture assurance maladie pour plus de 100 000 artisans et leurs ayants droit à l'horizon 2022. Le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans qui s'est étendu sur la période 2010-2015 est l'une des initiatives du gouvernement qui a permis d'aider les jeunes artisans à émerger et à professionnaliser leur secteur d'activité. Le projet est intervenu dans la promotion de la formation professionnelle et les métiers de l'artisanat ainsi que la facilitation de l'insertion des jeunes diplômés. Il a également permis aux jeunes artisans d'acquérir des compétences entrepreneuriales, faciliter leur accès au microcrédit et contribuer à l'amélioration de leurs revenus. Il a été financé à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA par l'État togolais et l'UEMOA. Grâce à ce projet, de jeunes artisans ont été touchés dans les corps de métier. Au total, 26 corps de métier ont été pris en compte, dont la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, la tapisserie, la plomberie et la mécanique à 2 roues. Concrètement, 4 620 jeunes artisans ont été formés en technique de création et de gestion de micro-entreprises et plus de 5 000 ont été équipés en matériel de travail. En outre, un fonds de garantie de 100 millions de francs CFA a été mis en place à travers la signature d'une convention de partenariat avec la coopération d'épargne et de crédit des artisans CECA. Ce fonds a permis à plus de 360 jeunes d'obtenir des crédits d'un montant total d'environ 2 millions de francs CFA. Mieux, le taux d'intérêt était négocié à 9% au lieu de 14 à 18% habituellement pratiqués. Il est clair que le projet a réduit considérablement le chômage au Togo. Aujourd'hui, les bénéficiaires du projet ont de quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Pour consolider les acquis dans le secteur artisanal, le gouvernement togolais veut promouvoir 4 000 entreprises d'ici à 2025. Ceci pour permettre une meilleure intégration aux acteurs du secteur. Cette action vise à renforcer l'apport des artisans au développement industriel de l'économie togolaise, mais également à promouvoir leur participation à la commande publique. Et au Togo, l'artisanat contribue à 18% du PIB. Le gouvernement togolais a mis en place donc des chambres régionales de métiers pour réguler le secteur et ceci pour l'épanouissement des artisans togolais. Le rôle des CRM, c'est l'autre dossier de cette édition signée Eliagba Niadao. Le secteur de l'artisanat est un secteur influent sur le développement économique au Togo. Il contribue à plus de 18% au produit intérieur brut. Pour mieux mettre en œuvre la politique nationale de développement de l'artisanat, le gouvernement a mis en place dans chaque région des chambres régionales de métiers. Ces chambres œuvrent pour l'épanouissement des artisans. Et grâce à la chambre de métiers, on a fait des voyages et tout récemment on a été à l'intérieur pour des échanges d'idées
des confectionnements des cache-nez. Grâce aussi à la Chambre de métier, en ces derniers temps de crise, on a eu à confectionner des cache-nez qui nous a beaucoup aidé à surmonter la crise. Donc, pour ne pas parler des grandes formations aussi que la Chambre de métier nous a données, on a fait des formations et des coupes pour améliorer nos ateliers. Aujourd'hui, le nombre de professionnels évoluant dans le secteur est estimé à plus d'1 million. Les chambres régionales des métiers ont pour mission de représenter les intérêts professionnels des artisans, de contribuer au rayonnement du secteur et au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, nous avons plusieurs corps de métiers au niveau de la chambre qui ont besoin des formations, des perfectionnements, ce que nous faisons tout le temps par rapport aux besoins de ces derniers-là. Donc nous les appuyons aussi dans l'octroi des crédits pour leurs affaires et aussi très souvent nous les envoyons aussi à l'étranger pour se faire perfectionner. En 2017, nous avons envoyé les couturiers, quelques couturiers en Chine pour se faire former sur la broderie chinoise. Et en 2018, nous avons envoyé aussi des sculpteurs en Chine également pour apprendre d'autres techniques pour la fabrication des masques, des statues et autres. En janvier, on les a formés sur la standardisation, c'est-à-dire qu'ils vont coudre sans prendre des mesures. Il y a des mesures standards, ils ont maîtrisé cette technique-là, donc quand ils vous voient, ils connaissent votre taille et ça vous va parfaitement. Dans cette période de crise sanitaire, nous avons lancé le confectionnement des cache-nez. Donc nous avons fait une large ouverture à tous les tailleurs couturiers, celui qui a désiré coudre les cache-nez. Donc la seule condition, vous devez être inscrit sur les répertoires des chambres de métier. Mais nous avons fait une large ouverture, je lance un appel vibrant à tous les artisans de s'inscrire sur les registres des chambres de métier pour le développement de notre secteur. L'Union des chambres des métiers du Togo a signé avec la Chambre des métiers de Cologne une convention de partenariat. Grâce à celle-ci, un équipement informatique a été offert au Togo pour la formation du personnel technique. La dernière convention court jusqu'en 2021 avec un coût évalué à 115 millions de francs CFA. Elle va booster la performance et la compétitivité des artisans et des entreprises artisanales au Togo. Ils sont en contact permanent avec les populations dans l'exercice de leurs fonctions. Eux, ce sont les douaniers. Et bien, pour leur permettre de mieux se protéger en cette période de crise sanitaire, l'ambassade d'Allemagne au Togo, par le biais de la GIZ et la commission de la CEDEAO, offre des équipements de protection à l'administration douanière. Le compte rendu avec Sonia Amenipo. La douane togolaise équipée en outils de protection contre le Covid-19. Œuvre de l'ambassade d'Allemagne au Togo à travers la GIZ et la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Des équipements destinés aux agents pour mieux se protéger dans l'exercice de leurs fonctions. Il est évident que la mission quotidienne de dédouanement de marchandises et de contrôle frontalier qu'accomplissent les agents des douanes les expose au risque de contraction du virus. Il est donc indispensable que ces agents disposent de moyens adéquats de protection devant leur permettre de remplir efficacement leurs tâches en toute sécurité. C'est pourquoi l'appui providentiel aux douanes togolaises en matériel de protection contre la COVID-19 de la part de la commission de la CEDEAO, en collaboration avec la GIZ, vient à point nommé dans le combat que mène le gouvernement togolais afin d'empêcher la propagation de la maladie. Ce don s'inscrit dans le cadre de la composante régionale CEDEAO d'appui au programme Frontières de l'Union africaine. Une matérialisation du soutien de la représentation allemande au Togo et la commission de la CEDEAO au gouvernement togolais dans la riposte contre cette pandémie. Tous les pays du monde
ont besoin de soutien pour lutter contre la pandémie. La réponse et le contrôle de ce drame que personne n'a planifié sont une responsabilité partagée au niveau mondial. Dans le cadre de son partenariat de coopération avec la région et ses pays, le gouvernement fédéral d'Allemagne soutient le plan de riposte Covid-19 de la Commission de la CEDEAO et son institution spécialisée dans la santé et le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies. Les ressources mises à disposition par le gouvernement allemand sont destinées à soutenir le fonds d'urgence de la CEDEAO, dont tous les États membres de la CEDEAO bénéficient en fonction de leurs besoins. Je ne manque pas de reconnaître les efforts remarquables que le Togo même, comme tous les États membres de la CEDEAO, ont fait pour répondre à contenir la propagation du Covid-19 sous la direction de leurs institutions nationales de santé publique et de la coopération régionale. Apparue en décembre 2019 en Chine, la pandémie du Covid-19 touche aujourd'hui presque tous les continents et pays du monde avec des conséquences néfastes sur les économies et des vies. D'où la nécessité d'une synergie d'action pour venir à bout du virus. La police nationale vient de mettre la main sur 4 individus présumés malfrats, tous de nationalité togolaise. Ils ont été interpellés à la suite d'un meurtre suivi d'un vol de moto commis à Ahépé dans la préfecture de Yoto le 24 juin dernier. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Ulrich Amega, Abidé Zingé. Komi Edo Azianou, Kodjo Dikounou, Komi Gomado et Yaovi Solani, tous de nationalité togolaise. Ils se sont donnés pour mission le braquage et le vol d'engins à 2 roues. Malheureusement, leur dernier forfait n'aura pas abouti. La scène se déroule dans la nuit du 24 juin 2020. En effet, le sieur Dikounou Kossi et une dame qui le remorquait sur sa moto ont été interceptés à Ahépé par les nommés Gomado, Komi alias Faro et Nyanui, armés d'un pistolet de fabrication artisanale. Face à la résistance du sieur Dikounou Kossi, il a été froidement abattu par ses agresseurs qui se sont emparés ensuite de sa moto, abandonnant seule la dame sur les lieux avec le corps sans vie de son frère. Une semaine après ce crime crapuleux, la moto a été revendue au sieur Solani Yaovi, receleur demeurant à Lomé à 250 000 francs CFA. De ce réseau, Komi Gomado et Yaovi Solani se distinguent. Après les investigations, les nommés Gomado et Solani ont été interpellés par la gendarmerie nationale le 16 juillet 2020 et mis à la disposition de la police nationale qui avait fait le constat du meurtre. La suite des investigations conduites par la police nationale a permis de mettre la main sur les nommés Dikounou Kodjo Sefadji et Azianou Komi Edo qui ont l'habitude d'opérer avec le nommé Nyanu Afut. C'est d'ailleurs Dikounou Kodjo Sefadji, frère de la victime, habitant la même maison qu'elle, qui a contacté téléphoniquement les agresseurs pour leur fournir les informations sur les mouvements de la victime la nuit du crime. La perquisition à leur domicile a permis de saisir un fusil de chasse ainsi que 2 motos, à savoir celle volée et celle ayant servi à commettre le crime. Pour répondre de leurs actes conformément à la loi, ces individus seront présentés au procureur de la République. L'organisation de la charité pour un développement intégral au CDI Caritas Cara est porteuse de 3 nouveaux projets et ils concernent l'accès à l'eau potable et l'assainissement dans les communautés, l'amélioration de l'élevage de volailles locales et l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur artisanal. Le lancement de ces 3 projets dans ce reportage de Nestor. Bonjour. L'organisation de la charité pour un développement intégral au CDI Caritas constitue la branche sociale de l'Église catholique. Elle œuvre pour l'épanouissement des couches moins favorisées à travers des actions et des projets
Parlant de projets, le CDI Caritas Cara vient d'élaborer 3 nouveaux. Ces projets sont à l'ordre du jour de cette rencontre qui consacre leur lancement. Le premier touche à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et nécessite une enveloppe financière de 257 700 000 francs CFA. On fera des forages dans les communautés aussi bien rurales que urbaines. Et autour de ces forages, on fera des latrines dans les ménages. Donc un forage dit latrine, donc pour qu'il y ait des notions de changement environnemental et pour la santé. Donc on fera 20 forages et 500 latrines. Le deuxième projet va permettre l'amélioration de l'élevage de volailles locales et le troisième s'intéresse à l'insertion professionnelle des jeunes dans le secteur artisanal dans le diocèse de Cara. Ces 2 projets vont coûter respectivement 50 214 000 et 18 550 000 francs CFA. Le deuxième projet, c'est celui d'appui aux éleveurs. Parce que dans toutes les familles, il y a le petit élevage de volailles, etc. Ça soutient l'économie familiale, pour dire. Donc on voudrait quand même renforcer cet élevage de volailles locales. On va former 60 éleveurs, donc avec le concours des services techniques. Et puis 40 vont bénéficier d'un financement à partir des projets qu'eux-mêmes auraient élaborés. Donc on a déjà dès le départ identifié des besoins dans toutes nos communautés. Le troisième projet consiste à accompagner des jeunes artisans. Nous savons que plusieurs jeunes, après la formation, n'ont pas les moyens pour ouvrir un atelier et exercer ce qu'ils ont appris. Donc nous avons pensé accompagner 60 jeunes. Et ces jeunes, ce sera donc 20 couturières, 20 tailleurs et puis 20 coiffeuses. Ces 3 projets seront exécutés grâce à un financement du PAPV, Programme d'appui aux populations vulnérables, un programme du gouvernement togolais. Le CDI travaille déjà avec les populations vulnérables à travers leurs différentes activités. Et il se trouve que le PAPV aussi intervient dans le même domaine et dans l'axe 3 précisément du PND. Et du coup, on s'est dit, pourquoi est-ce que l'État et une structure de l'Église ne peut pas travailler parce que nous poursuivons le même objectif, c'est l'homme. L'homme qui a besoin de voir son quotidien changer. À cette cérémonie de lancement, le préfet de la COSA, Badiba Oubakali, a émis le vœu que ces projets puissent être réalisés dans les délais, soit 18 mois pour le premier, 2 ans pour le deuxième et 6 mois pour le dernier, pour le bonheur des populations bénéficiaires. Pour le président de l'ECDI Caritas Cara, Monseigneur Jacques Dankalonga, la présente cérémonie est l'aboutissement d'un processus voulu et initié par le chef de l'État lors d'une rencontre le 19 juin 2019 à Lomé. Selon l'évêque du diocèse de Cara, ce jour-là, le président de la République a souligné qu'il y a dans le PND la possibilité que l'Église soit soutenue afin que, proche des populations, elle puisse mieux agir en faveur des couches démunies. Monseigneur Jacques Dankalonga souhaite que ce genre de collaboration entre l'OCDI et le PAPV s'intensifie et devienne un exemple de construction d'un pays ou d'une société où la charité, le respect et la promotion de la personne humaine et sa dignité deviennent réalité. Et nous ouvrons à présent la page des sports de ce jeudi avec Jean Kofi et Dédi. Jean, bonsoir. Bonsoir, Anita. Jean, la Fédération togolaise de football était face à la presse ce matin. De quoi était-il question? Oui, il était question du plan d'aide de la FIFA aux fédérations nationales. Au cours de cette conférence de presse, d'autres décisions ont également été prises. Laurent Roumavo nous fait le compte rendu. Donner un coup de main aux fédérations nationales de football afin de leur permettre de faire face à la pandémie du coronavirus, c'est la raison d'être du plan d'aide de la Fédération internationale de football association FIFA. La phase 3 de ce plan d'aide est celle de la subvention solidarité d'une valeur d'$1 million répartie en 2 tranches à débloquer entre juillet et août 2020 pour la première et début 2021 en ce qui concerne la seconde. La Fédération togolaise de football a mis en place à cet effet un comité ad hoc chargé du dispatching des fonds. Dans le cadre du plan d'aide de la FIFA aux fédérations nationales, la première phase qui sera débloquée dans les prochains jours servira à couvrir les préjudices de la pandémie, tant au niveau de la fédération qu'au niveau des autres acteurs. Et la seconde tranche qui sera débloquée dans le courant du premier trimestre de l'année prochaine servira à accompagner les activités de la fédération.
Dans la droite ligne des fonds d'aide de la FIFA et dans l'optique de la reprise des activités sportives, le comité exécutif de la FTF a rendu public un chronogramme prévisionnel en vue de l'effectivité de la nouvelle saison. Pour ce qui est du chronogramme prévisionnel de la saison, il faut noter que c'est effectivement un chronogramme prévisionnel, en ce sens qu'il reste assujetti à l'autorité de reprise du gouvernement. Donc, à titre prévisionnel, les championnats D1, D2 démarreront le 10 octobre, si nous avons l'autorisation du gouvernement d'avancer dans ce sens. La perspective de la reprise, si vraiment on avait l'autorisation de reprendre, il y a un protocole sanitaire qui sera édité en collaboration avec le Comité national de riposte contre la Covid-19. Et ce protocole sera mis à la disposition des acteurs et le respect sera régulièrement suivi. Et en ce sens, nous prévoyons de mettre un point focal sanitaire au niveau de chaque club. Et il sera le responsable et surtout le garant du suivi scrupuleux de cette disposition-là au niveau de chaque équipe. Le projet de réforme de Ligue et district a été aussi présenté. Il en ressort que ce volet arrive presque à terme avec la convocation prochaine des assemblées générales de ces structures de base. Le dernier point à l'ordre du jour a été le processus de désignation du directeur technique national qui est dans sa dernière phase et sera finalisé dans les jours à venir. Et lundi dernier, l'association sportive de la COSA a tenu son congrès ordinaire à Kara. Effectivement, Anita, les travaux de ce congrès ont porté sur la révision et l'adoption des statuts du club et sur sa redynamisation afin de faire plaisir à ses supporters comme il l'a fait cette année en remportant le championnat national de football de première division de Kara. Nestor Mouzou pour les précisions. ASCO a été sacrée championne du Togo pour la saison de football 2019-2020. L'association sportive de la COSA va représenter donc le pays à la Ligue africaine des champions. C'est dans ce contexte que ce club a tenu cette rencontre. Une rencontre qui constitue un congrès ordinaire, instance au sein de laquelle se fait la revue des activités pour dégager les forces et les faiblesses du club en vue de mieux entrevoir l'avenir. Les statuts du club ont été révisés et adoptés. Les travaux ont été conduits par le comité de normalisation qui est un bureau composé de 6 membres avec à sa tête le préfet de la COSA, le colonel Didier Hemo Badibao Bakali. Certains nous l'ont rappelé, depuis 2012, le club se trouve toujours en difficulté. Et souvent au bord du gouffre, arrive à se surpasser, à se reprendre et éviter le pire jusqu'à ce jour. Donc beaucoup d'interrogations se posent, qu'est-ce qui ne va pas? Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, c'est de prendre conscience et relever le signe indien. C'est possible, mais c'est un travail collégial. Il y a lieu de retenir également qu'une chose est d'être sacré champion et une chose est de relever ce défi et faire en sorte qu'en portant sur ses épaules le privilège de défendre les couleurs nationales, qu'on fasse une bonne prestation, qu'on fasse une campagne honorable, une campagne africaine honorable. Le président du comité de normalisation de l'association sportive de la COSA a saisi l'opportunité de ce congrès pour solliciter toutes les bonnes volontés à accompagner le club. Il s'est dit confiant qu'avec ce congrès, une nouvelle page de football va s'écrire pour la préfecture de la COSA. Et pour terminer, la bonne forme de tout sportif est tributaire d'une certaine rigueur dans la préparation physique. Oui, Alisa, mais pas seulement. D'autres critères entrent également en jeu pour aider l'athlète à optimiser son rendement au cours d'une compétition. On parle ce soir de la préparation mentale du sportif, une notion qui, loin d'être abstraite, contribue à booster la confiance en soi de l'athlète. La préparation mentale du sportif, qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses différentes composantes? Élément de réponse avec Aflim Johnson. La modernisation et la professionnalisation des différentes disciplines sportives induisent nécessairement l'intégration ainsi que la prise en compte de nouvelles notions en lien avec les performances des athlètes. De ce fait, la préparation des compétitions ne concerne pas que l'entretien et l'amélioration d'une forme physique optimale. Elle porte également sur l'état psychologique du sportif. On parle de préparation mentale.
Cette dernière se définit comme un processus ayant pour finalité de booster le rendement personnel du sportif en favorisant le plaisir de la pratique. La préparation mentale, on se sert pour optimiser la performance du sportif ou des fois pour booster les gens qui ont perdu l'envie d'effort, le goût de l'effort, envie d'aller travailler, on fait de l'accompagnement. La préparation mentale est composée des territoires, ce qu'on appelle les 8 territoires. Il y a aussi la motivation, les fixations d'objectifs, la routine, l'imagerie mentale, la concentration, la gestion du stress. Il y a beaucoup de choses dans la préparation mentale. La motivation constitue l'un des piliers dans la préparation mentale d'un athlète. Là, le préparateur mental est appelé à adopter une technique selon le type de sujet auquel il est confronté. Il y a ce qu'on appelle les 6 sentiments ou les 6 ingrédients motivationnels. Le plaisir, l'engagement, l'appartenance, le progrès, l'autonomie. Il y a le 7e qu'on appelle le sens fondamental. Le sens fondamental, c'est très particulier, ça vient après. On parle de la motivation intrinsèque. Il y a la motivation simple, il y a la motivation d'introjection, il y a la motivation d'identification, et il y a l'hypermotivation, d'où on parle du sens fondamental. Mais il y a une motivation que tout le monde oublie, c'est ce qu'on appelle amotivation. Ça veut dire que la motivation est quasi nulle, voire inexistante. La phase de la préparation mentale est présentée par les spécialistes comme le versant psycho-affectif des exercices auxquels l'athlète compétiteur se soumet en fonction de ses objectifs. Si les spécialistes de la préparation mentale conviennent d'une chose, c'est que ce travail, pour produire les résultats escomptés, doit embrasser l'ensemble des domaines de vie de l'athlète, qu'il soit sportif, scolaire, professionnel et autres. Tout paramètre qui contribue à une meilleure connaissance de soi et à un mieux-être global du sportif. Et j'ai une dernière information. Oui, notre rendez-vous le prochain, bien sûr, sur la première, c'est samedi à 13h45 dans Sport et Détente. Merci Jean. Dans la rubrique consacrée à l'amélioration du climat des affaires au Togo, vous suivrez ce soir la dématérialisation des procédures au tribunal de commerce. Et ce sera donc juste après cette édition. Et ainsi se referme donc ce journal. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.